Bonjour à tous, bienvenue à cette émission un peu spéciale parce qu'on est en plein salon du livre des Premières Nations, donc on a eu envie de faire un Facebook Live euh, pour vous permettre évidemment de savoir ce qui va se passer au salon, mais surtout de découvrir des nouveaux auteurs. Vous allez être surpris, je pense. Alors, la dernière fois que j'ai fait un Facebook Live, moi, je vois tout le monde devant moi, mais je sais que quand on parle, on ne voit qu'une personne à la fois. Alors, je le dis à mes invités, vous serez seul à l'écran quand vous allez parler. Donc, je vous les présente et je commence par Louis-Carl Picard-Sioui parce que vous êtes le directeur du Salon du Livre des Premières Nations. Bonjour. Bonjour. Je devrais même dire Koué. Ah oh, Koué. Bien content Alors, d'être avec vous. oui, merci de nous rejoindre parce que c'est aujourd'hui, on est mercredi, c'est le premier jour du Salon du Livre des Premières Nations. Et donc, ça nous fait plaisir d'être là pour commencer les activités avec vous. Je vais tout de suite passer à nos autres invités parce que je vais dire tout de suite, la thématique, ce sont euh, les jeunes auteurs. Et là, j'exagère un peu pour Émilie Monet. Émilie, bonjour. Bonjour, oui. Jeunes auteurs, oui. Jeunes auteurs, ce n'est peut-être pas tout à fait exact dans votre cas. Parce que Non, vous je suis plus écrivez très jeune. depuis longtemps. Mais oui, vous écrivez depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'on publie une de vos œuvres. En fait, non, l'écriture est quand même assez récente pour moi. Moi, je suis plus du milieu des arts vivants, en fait, mais il y a toujours Oui. eu un peu d'écriture, mais ce n'était pas la chose primordiale dans ma pratique artistique. Et là, en fait, j'ai fait un spectacle au Centre du théâtre d'aujourd'hui en 2018. Et bon, c'est en théâtre, donc le théâtre, on part d'un texte. Et Oui. voilà, donc c'était un texte écrit pour la scène qui maintenant a été publié aux Herbes Rouges. Donc, ouais, c'est ma Voilà. première publication. Et ça s'appelle Okinum. Ouais. Et puis, notre autre invité, il est là, il vient de l'Acadie, mais il n'est pas en Acadie actuellement. C'est Shane Michael, un jeune poète. Bonjour Shane, Koué. Oui, bonjour. Je dis Koué à tout le monde parce que dans chacune de vos communautés, que ce soit chez vous en tant que Malécite, Shane, chez vous en tant qu'Anishinaabe, Émilie, ou encore en tant que Wendat, Louis-Carl, on dit Koué, hein? C'est le même mot dans les trois langues. Alors Ouais. voilà, exactement. Shane Michael, vous êtes oui, je le dis, un jeune auteur. C'est votre premier recueil de poésie. En fait, est-ce que c'est votre premier écrit que vous publiez? Oui, exactement. C'est vraiment mon premier texte. J'ai déjà écrit des petits brouillons ici et là, mais c'est officiellement mon tout premier texte publié. D'accord. Et vous avez fait fort. Ça s'appelle Fif et Sauvage. Et vous allez nous expliquer tout à l'heure pourquoi vous l'avez titré ainsi. Mais là, je reviens tout de suite à Louis-Carl. Louis-Carl, rapidement, parlez-nous du Salon du Livre là, qui commence. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a énormément de choses, mais rapidement, est-ce que vous allez mettre l'emphase, par exemple, sur ces jeunes nouveaux auteurs? Vous voyez, chaque année, peu importe qu'on soit en présentiel comme d'habitude ou cette année en virtuel, nous, notre mission, c'est toujours d'essayer d'avoir une programmation la plus diversifiée possible, mais en ayant, disons, les gens qui sont plus connus du public, qui ont déjà publié et qui attirent aussi du public, là, mais de faire découvrir des nouveaux auteurs. Ça a toujours été important depuis les tout débuts du salon. On a eu la chance, nous, de voir les débuts de Naomi Fontaine, de Marie-André Gill, de plein d'autres auteurs, autrices qui sont aujourd'hui très connus, qui sont en demande, que le public en redemande encore. Mais Oui. ces gens-là ont commencé à quelque part. Et il y a tellement une force vive chez les Premières Nations, dans toutes les disciplines artistiques d'ailleurs, mais nous, évidemment, ce qui nous intéresse davantage, c'est le texte, c'est la littérature. Donc, c'est important pour nous, chaque année, d'inviter les auteurs qui publient pour la première fois. C'est pour ça que ça me fait grand plaisir d'être là avec Shane et Émilie aussi, parce que évidemment, Émilie, on la connaît déjà parce qu'elle œuvre depuis un certain nombre d'années en théâtre, puis je pense que c'est vraiment une leader dans son domaine. Mais en tant qu'autrice, tu vois, elle vient de publier pour une première fois, et pour nous, ça mérite d'être célébré. Ça mérite d'être célébré, ça mérite d'être souligné, et ça mérite
d'être partagé avec le grand public qui, cette année, c'est notre petite planète bleue. Et avant de se tourner vers Émilie et vers Shane, est-ce qu'il y en a plusieurs cette année, des nouveaux auteurs? On a quelques-uns quand même. C'est sûr qu'avec la pandémie, ça a un peu ralenti l'ensemble du milieu, hein, tant les éditeurs, les presses qui ont fermé aussi à un certain moment donné ce printemps. Donc, ça ne l'a pas facilité. Là. Je pense que la plupart des éditeurs ont un gros retard dans ont eu un retard dans leur calendrier de production. N'empêche, on a quand même quelques noms. Émilie et Shane, bien sûr. On a Félix Perkins aussi qui sera avec nous. On a dans les nouveaux, comme je vous dis, il n'y en a pas tant que ça, mais on a des gens, par contre, comme Ève Ringuette, qui est assez connue du public en tant que comédienne, qui nous a écrit un texte pour notre série Survivre au temps. Donc, tous les jours du salon, il y a un texte original, là, inédit, autour de la thématique Survivre au temps qui est posté sur notre site web. Et donc, 5 nations différentes représentées. On a Ève, qui est une comédienne Innu, qui a accepté de nous écrire un texte original. Donc, on a d'autres gens, disons, d'autres artistes qui s'adonnent aussi à l'écriture, qui sont invités, même s'ils n'ont pas nécessairement publié. Oui. C'est qui Félix Perkins? Je pense que Félix publie dans la même maison d'édition que Shane. Hein? Personnage chez Personnage, c'est ça? Oui, Félix, c'est un jeune d'origine Wendat, mais qui demeure dans la région du Madawaska, là, donc à Edmundston, et au Nouveau-Brunswick. Et donc, ça fait partie d'un partenariat que Kwayatonk et Personnage, l'éditeur de Moncton, a développé pour justement professionnaliser des jeunes voix autochtones du Nouveau-Brunswick, en fait, en français. Parce que, bon, on sait, il y a très peu d'Autochtones qui parlent français au Nouveau-Brunswick, mais il y a quand même la région du Madawaska là, qui est multilingue. Et on y retrouve des Malécites qui parlent et qui écrivent en français. Et donc, on a un partenariat avec Personnage pour professionnaliser ces auteurs-là, les amener à une première publication. Et disons, pour notre première année de projet, les gens chez Personnage se sont concentrés sur Shane et Félix. Et c'est 2 ouvrages extraordinaires, d'ailleurs, que j'invite les gens à découvrir des voix différentes. Et ça, on a besoin. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'il est là, mais Shane, je trouve ça extrêmement intéressant aussi. Justement, on parlait de son titre, on va le laisser en parler. Mais pour moi, Oui. la diversité dans l'écriture autochtone est importante. Ça fait partie de notre richesse. Trop longtemps, il y a eu ce stéréotype-là que la littérature autochtone, c'est de la littérature historique ou basée sur des légendes ou sur le territoire. Puis oui, c'est vrai, puis ça demeure vrai que ce sont des sources d'inspiration, mais en même temps, c'est pas ça, la littérature autochtone. Pas plus qu'on peut cantonner la littérature québécoise en disant « Ah, la littérature québécoise, c'est le survenant, puis la littérature du terroir, c'est juste ça. » C'est pas vrai. En littérature autochtone, c'est pareil. C'est pas vrai. On a déjà une diversité, et cette diversité-là s'accroît d'année en année. Et moi, je trouve ça tellement important et tellement intéressant. Et le livre de Shane, dans ce contexte-là, vient véritablement ouvrir quelque chose en littérature autochtone francophone qui n'était pas là, qu'on voyait du côté anglophone, mais très peu du côté francophone, c'est-à-dire à quelque part une double marginalisation dans le fait d'être à la fois autochtone et membre de la communauté LGBTQ+. Et je pense que, en tout cas, il en parlera plus que moi, mais je pense que le titre de son ouvrage est sans équivoque, là. Oui, justement, on va se tourner tout de suite alors vers Shane. Pourquoi avoir titré votre recueil de poésie, parce que c'est un recueil de poésie, Fif et sauvage? Oui, Fif sauvage, dans le fond, le titre m'est venu sans hésitation. Dans le fond, ça représente beaucoup mon parcours en tant que personne aussi, parcours identitaire, justement. J'ai passé par l'intimidation, j'ai passé par toutes les difficultés, les réalités qu'on vit aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que Fif, pour moi, c'est le premier mot qui m'a été dit avec l'intimidation. Donc, c'est pour ça que c'est ce mot-là qui me représente. C'est sûr qu'il y a différentes façons de comparer Fif avec un autre mot, par exemple, dans différentes régions, différentes provinces.
Mais Fif, c'était le plus global pour moi. Et sauvage, c'est aussi la même chose. C'est le terme qui est souvent dit, par exemple, dans ma communauté, là, ah, ça, c'est des sauvages qui habitent dans on est plus traités comme sauvages. Mais c'est certain que ça a évolué depuis. Donc, mais ça fait que dans mon recueil, j'en parle beaucoup aussi d'être trop tard, je suis en retard. C'est des choses qui montrent à quel point que j'ai de la difficulté à me retrouver face à tout ça. Donc, je suis le petit « et » entre Fif et Sauvage. Dans le fond, je suis un peu pris entre les deux. Donc, ou des fois, c'est d'accepter les deux ensemble. C'est aussi de vivre une partie dans un et dans l'autre, séparément, de se détacher, fait que, disons, c'est vraiment un gros cercle là, continuellement, à chaque jour, revivre ces expériences-là, de me retrouver sur une longue période de temps, hein. Voilà. Donc, c'est vraiment Oui. ce parcours d'être en retard, mais de vouloir replonger dans, corriger ce que j'ai pas pu faire dans le passé, mais c'est de retrouver mes racines, retrouver ma langue, l'apprendre, toutes les choses que j'ai mis de côté dans le passé que je veux. Là, c'est le temps, même si je suis jeune auteur, mais c'est quand même le fait d'évoluer dans tout ça. Et tous vos poèmes tournent autour de ces thèmes-là? C'est certain qu'il y a des moments que je parle un peu sur les stéréotypes, je parle beaucoup sur le rejet de ma culture aussi, comme si je me détache complètement, les questions qui se relèvent aussi. Je parle aussi de ma mère, c'est un thème qui est assez fondamental dans mon texte, qui est aussi une grande source d'inspiration. Ma mère qui a fait partie de ma vie, qui a été la personne que j'étais le plus près avec toute mon enfance. Elle est décédée 10 ans passés, donc en 2010, d'un cancer. Donc, c'est sûr que cette marque-là me serait restée en moi, là. Donc, on les voit dans mes textes aussi, le petit côté de ma mère. C'est sûr que ça m'amène une bonne sensibilité. On voit la sensibilité aussi dans mes textes. Le côté qui est pur, les émotions qui sont évoquées sont quand même assez intenses. Donc, je pense que ce petit côté d'émotion qui rentre dans les textes aussi, qui donne un peu plus de vie à des textes. Mais je trouve que c'est l'affaire de dire les vraies choses aussi que j'aime bien. C'est pas trop. C'est direct dans le visage, comme on dit, hein. Oui, 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 oui. Alors, on va revenir tout à l'heure à vous, parce qu'en même temps, on va vous demander de lire un de vos poèmes dans votre premier ouvrage publié. En même temps, on saura s'il y en a d'autres en travail. On va se tourner vers Émilie. Émilie Okonoum, donc premier texte publié, un texte que vous avez donc écrit en 2018 parce que vous êtes en résidence. Attendez, je le reprends, je l'ai sous les yeux et j'arrive pas. Au Centre du théâtre d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, Centre du théâtre d'aujourd'hui. D'ailleurs, là, vous travaillez sur autre chose, on va en parler, mais revenons sur Okinum. Pourquoi l'avoir publié? Ben, en fait, tout simplement parce que il y avait quelqu'un des Herbes Rouges, Sylvain Lavoie, qui dirige la section scène dans cette maison d'édition, qui est venu voir le spectacle et puis qui m'a invité à le publier. Donc, j'ai trouvé l'exercice intéressant aussi parce que ma pratique est très sonore. Donc, dans le spectacle, il y a beaucoup d'enregistrements sonores. Par exemple, on suit mon parcours d'apprentissage de l'Anishinaabe-Mohin avec ma professeure Véronique Toski. Donc, il y a beaucoup d'entrevues. Donc, je me disais, ben, comment est-ce qu'on va pouvoir retranscrire ça en format papier, littéraire? Donc, il y a eu toute une adaptation d'un spectacle interdisciplinaire dans un livre, en fait, finalement. Donc ça, ce travail était super intéressant à faire. Donc oui, ça part d'une invitation, tout simplement. Alors, un ouvrage donc, qui sort dans les trois langues qu'on retrouve dans votre pièce Okinum. Et là encore, pour vous, c'était important que les trois langues qui en fait, qui sont le fondement de votre vie aussi, hein, vous avez vécu dans ces trois langues-là, qu'on les retrouve autant donc évidemment dans la pièce que dans vos écrits. Oui, ben, c'est les trois langues de mon identité, en fait, finalement. Mon père est français de France, donc ma langue première, c'est le français, mais ma mère est anglophone, mais bon, elle a appris à parler français avec mon père, mais elle nous a toujours parlé en français, même si elle parle en anglais, et l'Anishinaabe-Mohin, qui est la langue maternelle de mon grand-père. Et puis, voilà, et moi, c'est un processus de réappropriation aussi de cette langue-là, et ça passe beaucoup par ma pratique artistique, finalement.
Oui. Est-ce que d'ailleurs parce que vous êtes toujours en fait encore au Centre du théâtre d'aujourd'hui, vous travaillez sur une deuxième création, je pense que ça s'appelle Marguerite? Oui, c'est ça, oui. Marguerite, est-ce que vous êtes très avancé dans ce travail-là actuel? Bon, j'avance. Le texte n'est pas complètement fini, mais oui, j'ai quand même pas mal écrit. Enfin, c'est pas encore final, mais oui, ça prend assise sur la vie de Marguerite Duplessis, qui était la première personne autochtone au Canada ou au Québec à avoir eu un cas juridique et la première esclave aussi à avoir eu un cas juridique pour faire reconnaître sa liberté. Donc, on part de la transcription de son procès en 1740, mais aussi de textes que j'ai écrits et puis de chants que j'ai composés aussi. Et là, le travail se fait encore là dans vos 3 langues? Non, non, là, c'est vraiment juste en français. Donc, voilà. Mais bon, le corps est aussi une autre langue ou un autre langage, la voix aussi. Donc, pour moi, il y a à la fois le texte, le corps et puis la voix aussi, qui sont 3 formes de langage qui se tissent et s'entremêlent dans ce spectacle. Oui. Tout à l'heure, Louis-Carl nous parlait de certains thèmes, par exemple, le territoire, la transmission, oui, qui sont des thèmes qu'on associe souvent aux Autochtones. On le retrouve quand même dans Okinum, c'est un peu ça, mais Okinum, évidemment, nous ramène aussi à aujourd'hui, au présent, mais nous ramène dans le passé. Oui, je pense un peu comme Shane. Pour moi, ça a été un spectacle un peu comme un accouchement de ma voix d'artiste aussi. Donc, il y a quelque chose de vraiment très personnel et très en lien avec mon identité, mes identités multiples et comment je les fais cohabiter en moi. Donc, ça part finalement d'un rêve récurrent d'un castor géant que j'essaie de déchiffrer et qui m'emmène à vraiment visiter ma lignée familiale, en fait, des femmes dans ma famille jusqu'à mon arrière-grand-mère, donc sur 5 générations, et qui fait aussi allusion en fait, à ce moment-là, on m'avait diagnostiqué un cancer dans la gorge, donc c'est un peu tout mon processus de guérison, mais à travers en fait, finalement, un parcours identitaire aussi. Exact. Louis-Carl, quand vous vous tournez vers ces jeunes auteurs, est-ce que vous attendez quelque chose d'eux? Moi, la seule chose moi, mon travail, c'est de mettre leur travail en valeur, en fait. Je ne m'attends à rien d'eux. Bien sûr, on espère que les gens vont continuer, vont avoir une carrière, parce que, à quelque part, si on veut soutenir, on veut les faire connaître, c'est parce qu'on espère qu'ils vont continuer à créer. Et ils ont cette force vive-là. Bon, c'est sûr, dans le cas d'Émilie, ça fait des années qu'elle fait ça. Là, on espère qu'elle va republier ses pièces. Ça, c'est évident. J'ai eu le plaisir de travailler avec Émilie par le passé pour un spectacle. Et bon, c'est toujours un grand plaisir de la retrouver. Mais moi, je viens du milieu. Oui, bien sûr, je viens de la scène aussi, mais bon, surtout littéraire. Donc, quand je vois les gens de la scène qui viennent et qui publient leurs ouvrages, je trouve ça tellement important. Vous savez, moi, j'ai une formation en histoire, hein. Et en anthropologie des religions. En fait, j'ai défroqué il y a longtemps. Mais ce qui est important, c'est que les gens en art n'ont pas toujours en art visuel, parce que Shane vient aussi de ce milieu-là et de la danse et tout ça. On a peut-être moins le réflexe en théâtre ou en art visuel de documenter. Vous voyez, quand tu écris un texte, tu sais qu'il va être là dans 20 ans, tu peux y retourner. Et moi, je trouve ça important. Même quand je travaille comme commissaire, c'est important pour moi d'avoir toujours au moins un document, tu sais, un mini-catalogue ou un opuscule pour qu'on garde une trace dans le temps. Parce que le théâtre et souvent les arts visuels, il y a quelque chose d'éphémère là-dedans, dans la scène, qui fait partie de la richesse et de la beauté de la chose, là, disons-le. Mais en même temps, qu'on peut avoir une trace dans le temps, qu'on documente le parcours de ces auteurs, de ces autrices ou de ces créateurs-là, je trouve ça tellement important pour le faire découvrir à des gens qui ne peuvent pas nécessairement être là aussi, dans l'espace et dans le temps. Et ça me fait penser, entre autres, tout à l'heure, vous m'avez demandé, y a-t-il d'autres nouveaux auteurs? Ben, il y en a un autre, j'ai oublié, que je ne devrais pas, c'est Jocelyn Sioui.
bon, qu'on a eu l'occasion de Avec mon oncle travailler Jules. avec mon oncle Jules, parce que bon, on a eu l'occasion de travailler, Émilie et moi, avec Jocelyn déjà pour le théâtre. Et Jocelyn, qui est un homme de théâtre, et plus précisément un homme de théâtre d'objet, donc théâtre de marionnettes, qui vient tout juste de sortir Mon oncle Jules, et lui aussi, c'est la même chose. C'est parce qu'il travaillait sur le spectacle, puis nous, il disait non, mais c'est important d'en faire un livre aussi. Il y a tellement. Et il a travaillé les deux en même temps. D'ailleurs, je pense que Jocelyn ne sait plus si il a adapté le show à partir du livre ou le livre à partir du spectacle. C'est deux projets qu'il a construits en même temps, et ça donne une forme particulière. Bien sûr, il y aura probablement plus d'infos dans le livre que dans le spectacle, parce qu'à un moment donné, un spectacle, on peut pas éterniser le spectacle non plus. Là. C'est à la limite, oui. Ouais, c'est ça. Tandis que le livre, bon, ben, tu as plus d'espace pour développer. Mais ça, je trouve ça merveilleux parce que Jocelyn est un artiste extraordinaire aussi que je suis avec grand intérêt depuis de nombreuses années. Et là, d'ailleurs, écoutez, les gens le savent, là, il a aussi adapté Chronique de Kitschké là, en spectacle littéraire. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de retravailler relativement récemment avec. Et je lui dis souvent, il faut que ce soit aussi un livre. Là. Quand il me parlait de Mon oncle Jules, c'est tellement un beau projet. Il n'y a rien d'écrit ou presque à part quelques articles très savants sur Jules Sioui. Alors, je trouvais ça important que ce soit un livre aussi. Et bon, la réponse jusqu'à maintenant, elle est très, très bonne de son volume. Et je trouve ça fantastique parce que, oui, on va créer on veut amener des nouveaux auteurs à la publication, à la professionnalisation, mais on a aussi un paquet d'artistes incroyables, que ce soit justement en théâtre ou au cinéma ou en art visuel, qui ont des choses intéressantes à dire. Et je pense que, en tout cas, moi personnellement, je suis extrêmement heureux quand ces artistes-là font le saut du côté de la littérature. Oui. À savoir, est-ce que ça continuera ou pas? Bon, ben, c'est libre à eux, là, mais en tout cas, pour moi, je trouve ça intéressant. Ben là, on va vérifier avec Shane, parce que vous, Shane, justement, vous êtes formé en théâtre, vous êtes formé en danse aussi, vous faites de la danse, et vous vous êtes lancé en poésie. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi à un moment donné de publier, d'écrire des poèmes et de vouloir publier? En fait, le théâtre, c'est la première chose que j'ai fait comme art, en fait, à l'école, au secondaire. C'est aussi une forme de thérapie. C'est la seule chose que j'avais en idée, en tête de faire. Je vais faire du théâtre. C'est la seule chose que je fais en ce moment, que je préfère dans le futur. Donc, c'est là que je me suis enligné en art dramatique à Moncton, au Nouveau-Brunswick. J'ai fait 2 ans, mais c'était très pratique, mais je trouvais qu'il me manquait de la théorie. Donc, j'ai décidé de me lancer en théorie. Donc, être capable de réfléchir sur pas juste un personnage, mais aussi sur l'environnement du personnage, d'où il vient. Il y a beaucoup de recherches, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai venu à l'Université Laval. Donc, je suis venu ici, j'ai terminé mon baccalauréat, donc spécialisé en mise en scène et dramaturgie. Donc, on voit vraiment tout le noyau. C'est ça que j'ai étudié. La danse, c'était beaucoup plus en complémentaire, c'était beaucoup plus récréatif. C'était plus une formation autodidacte, je dirais, parce que je trouve que le corps est important comme méthode de travail. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer là-dedans aussi. Souvent, mes textes, quand que je vais écrire, j'ai besoin de bouger avant pour que ça sorte. On dirait que c'est comme, faut que je sorte du moule. Donc, ça m'inspire beaucoup. J'aimais pas beaucoup la lecture et l'écriture avant 2016. Je suis quelqu'un qui n'aimait pas lire, qui n'aimait pas écrire, mais tout d'un coup, un jour, je me suis dit, faut que je découvre autre chose. On dirait que je trouvais qu'au théâtre, ça va plus loin que ça. La danse, il faut que j'aille plus loin que ça. Donc, c'est toi que je me suis lancé un peu dans la petite peinture aussi, comment faire de la peinture éphémère sur des toiles, sans réfléchir à ce que je vais faire. Donc, c'est quand même abstrait. L'écriture, j'ai commencé à écrire tout ce qui me venait à l'esprit sans juger ce que j'écrivais. Mais je mettais tout de côté. Tous mes projets d'écriture, là, je les mettais de côté. On a tendance à juger aussi nos textes quand on écrit pour la première fois. Mais j'ai un ami, justement, Sébastien Buribé, qui est un collègue à moi aussi, qui a vu mes textes, qui s'est inspiré, il m'a motivé, un peu comme mon bras droit. Parce qu'il faut à quelque part trouver cette petite flamme-là aussi en dedans de soi, de terminer un projet, d'aller jusqu'au bout. Donc, pour moi, une fois que j'ai accompli mon premier texte, ça m'a inspiré à aller plus loin encore. On dirait que j'ai encore soif pour vivre des nouvelles expériences, découvrir ma culture. On dirait que tout est ouvert devant moi. Donc, ça, c'est Oui. vraiment beau, c'est magique aussi.
Alors, on aimerait bien vous entendre lire un des poèmes de votre recueil, votre premier recueil, Fif et Sauvage. Je vous ai demandé d'en choisir un, de nous en lire un. Qu'est-ce que vous avez choisi? J'ai choisi La Moisson, qui est, c'est un texte qui représente un peu tu sais, tout l'intérieur, quand on est renfermé, comment on a difficulté à approcher des gens, euh, la violence que ça peut créer en dedans de soi quand on se combat. Tu sais, on se bat à chaque jour aussi pour notre culture autochtone. On se bat sur même l'homosexualité, toutes les communautés LGBTQ. On dit qu'on a difficulté à avancer. On est toujours souvent en train de reculer parfois, mais ça va de mieux en mieux pour certains endroits. Mais ça montre à quel point que en dedans, ça brûle, ça chauffe, puis c'est difficile de se permettre d'aller avec l'influence des gens aussi autour de nous. Donc, faut s'adapter dans des situations comme ça. Puis c'est parfois difficile. Alors, on vous Donc, écoute. le voici. Laisse-moi m'évader. Ce soir, je sors de ma cage. Ce soir, je voyage dans tes yeux, amalgame de tes récoltes, de tes fiertés. À mes yeux, innocents, ma peau, écorce de bouleau, vulnérable, qui enveloppe ton charme. Mes os, dents d'ours, mon cœur panache, mes yeux griffes de loup, mes lèvres plumes colorées, pour toi. Tu m'assembles, me sables, me polis, me sculptes, me lamines. Hurlement, bête assoiffée. Je te désire, mâchoire lousse. À travers tes yeux s'accrochent les miens. Ton regard est vide. Suis-je allé trop loin? Tu me prends par le cou, me pousses contre le mur, me frappes au ventre, me tourne la tête. Les trophées au mur, la tête de ma mère et celle des autres peaux sauvages. Le luxe, tu souris, mon corps mouillé de larmes, feuilles d'automne délaissées sous la première tempête. Ma cage est vide, prête pour le prochain. Tu ne laisses aucune trace. Je suis quoi à tes yeux? Et voilà. Wow. Lucas, quand vous avez lu la première fois les écrits de Shane, comment vous avez réagi en fait? Ben, dans le cadre du partenariat, comme Shane le dit lui-même, c'est Sébastien Bérubé chez Personnage qui coordonnait un peu le projet puis qui travaillait avec les auteurs d'abord. Mais bon, bien sûr, ensuite, il y avait Serge Patrice Thibodeau, là, qui est le directeur de la maison, et moi-même qui avons revu le recueil un peu, donner quelques commentaires, des suggestions aux auteurs pour bonifier le texte. Mais moi, dès la première lecture, j'ai su qu'il y avait quelque chose là de glorieux. C'est-à-dire, on assistait à la naissance d'une voix et ça, c'est toujours excitant dans notre domaine de constater de plein fouet, de réaliser tout d'un coup que, ah voilà, on a une nouvelle voix qui est en train d'émerger. Maintenant, il faut l'accompagner. Je pense pas avoir été trop critique, Shane, tu me corrigeras. Oh non, pas du tout. Ben, vous savez, bon, dans le milieu littéraire, il y a toutes sortes de gens, hein? Puis c'est correct. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine et que les éditeurs, souvent, vont être assez critiques des textes pour pousser les gens à s'améliorer. Ben, avec les nouvelles voix, moi, j'essaie surtout de voir ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a d'original, puis d'essayer de développer plus ce volet-là. Mais dans le cas de Shane, c'était très, très clair dès le départ qu'il y avait une voix qui était là unique et qui amenait un message ou des émotions qui étaient particulières qu'on ne voyait pas dans le spectre
littéraire autochtone au Québec. Puis, moi, il y a des textes qui m'ont profondément touché. Il y a une série de textes, entre autres. Est-ce que c'est la série qui s'appelle Fif et Sauvage, Shane? J'hésite, mais celle où c'est que tu vis vraiment l'intimidation, mais via la microagression, j'ai goût de dire. Il y a une série de textes incroyables où il cite un paquet d'activités du quotidien. Le Donc, quotidien, moi, c'était... le quotidien, c'est ça. Donc, Le quotidien. chaque petit moment du quotidien qu'un enfant ou un ado ou un jeune adulte peut vivre, mais dont la chute à la fin, c'est toujours de façon un peu innocente, tu vois, matter of factly, me faire traiter de fif, me faire traiter de sauvage. Tu sais, puis, et je trouvais que cette série de textes-là était magique parce qu'elle démontrait, elle faisait vivre au lecteur ce que c'est que ces micro-agressions-là, qu'on parle beaucoup aujourd'hui, là, que les gens, on va faire des liens évidemment avec le racisme systémique aussi, tout ça. Donc, c'est des biais inconscients, puis les gens ne se rendent pas compte comment la goutte d'eau qui se rajoute, peut faire souffrir les gens. Et ça, j'ai trouvé ça d'une beauté incroyable et d'une vérité incroyable, en fait, dans le texte de Shane. Et c'est cette série, disons-là, de poèmes qui m'a séduite tout de suite, là, et je savais qu'on avait quelque chose. Bon, après, c'est sûr, il y a toujours du travail et du retravail à faire. En fait, un manuscrit, vous le savez, c'est jamais vraiment terminé. Il y a juste une date de publication. Oui. Mais après, bon, je vois Émilie sourire parce que mais c'est jamais fini. Puis, on le publie. Puis après, on continue à l'adapter, à le changer sur scène quand on a le bénéfice de le faire. Là. Mais non, j'étais super enchanté de cette rencontre avec Shane par le texte. Et avant d'écouter un extrait de Okinum, donc l'ouvrage d'Émilie, comment vous l'appelez, Émilie? Vous l'appelez, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, c'est une autofiction poétique. Oui, je dirais oui. Oui, parce qu'il y a quand même des éléments dans le texte qui sont inventés, là, quand même. À un moment donné, j'ai une scène où je suis sous l'eau et je dis que je peux rester sous l'eau 4 minutes, mais c'est pas vrai, ça, par exemple. Il y a des éléments inventés aussi, là, donc c'est pour ça que c'est une autofiction. Alors, oui, Louis-Carl, quand vous avez lu la première fois les écrits, peut-être que vous l'aviez déjà vu sur scène, mais de lire ce qu'Émilie écrit, comment vous l'avez ressenti? En fait, dans mon cas, moi, je vous dirais que c'est plutôt de redécouvrir l'univers d'Émilie. Oui. On ne se le cachera pas, dans le cas de théâtre et surtout dans l'œuvre d'Émilie, où le corps a une place très importante, où la voix a une place extrêmement importante. Je veux dire, il faut vivre l'œuvre d'Émilie avant tout. Par contre, le fait de l'avoir par écrit, c'est plutôt the next best thing. Et dans mon cas, moi, ça a été de redécouvrir la voix d'Émilie et de penser « Ah oui, OK, c'est tel moment, c'est tel moment. » Je veux dire, on a eu l'occasion d'en discuter ensemble. Il y a plusieurs scènes que j'ai vues dans d'autres contextes, dans d'autres spectacles ou dans d'autres moments de diffusion. Donc, pour moi, c'est... il y avait un petit côté nostalgique, peut-être, le fait de retourner dans le format livre, dans l'adaptation livre, pour avoir vécu ces scènes-là. Et en partie, de façon distante, bien sûr, mais en partie, le parcours, l'évolution du projet, quand même, tu sais, qu'Émilie m'avait déjà parlé il y a un bon bout de temps. Et c'est profondément touchant, c'est sûr. Bon, quand on parle son lien évidemment avec le cancer et tout ça, pour moi, ça vient nous chercher en tant qu'être humain, et là, au-delà de nos conceptions ou de nos nationalités, je pense qu'il y a quelque chose il y a une exploration chamanique, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose de vraiment très profond dans ce texte-là, et il faut, à défaut de pouvoir y assister, il faut le lire, tu sais. On va demander à Émilie de nous en lire un extrait. Donc, Okinum, ça veut dire barrage. Qu'est-ce que vous avez choisi comme extrait? Alors, c'est un extrait de la scène 2 qui s'appelle « La petite chasse ». Et voilà, donc c'est la première fois que je m'en vais à l'hôpital pour recevoir le diagnostic.
Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais sur les lignes de trappe avec mon cousin. J'ai rêvé au lièvre, pris dans un collet. Je l'ai vu se débattre longtemps. Je l'ai vu essayer de s'arracher au croc du piège qui lui serrait le cou. Je l'ai regardé sans bouger, fasciné par cet instinct de vie qui est plus fort que tout. J'ai regardé dans les yeux du lièvre, comme pour saisir cet instant furtif où la vie s'échappe, où la respiration cesse, où la vie quitte le corps de l'animal. Mes yeux dans les yeux du lièvre, je l'ai vu mourir devant moi, le lièvre blanc comme la neige. J'ai admiré sa lutte jusqu'à ce qu'il se résigne, jusqu'à ce que son corps arrête de trembler, jusqu'à ce que son cœur arrête de battre. Il est mort devant moi, sans un cri, sans un gémissement, dans le silence de l'hiver. J'ai alors dépecé le lièvre. Je l'ai dévêtu de sa fourrure blanche, sa chair rose exposée, dénudée, son corps encore tiède. J'ai regardé les gouttelettes de sang se répandre sur la neige et je me suis dit qu'il n'y avait rien de plus beau que ce rouge, cette offrande de sang qui s'étale sur le blanc. Puis une voix dans mon oreille. Kek oshka madiziwin ki habitan. Mon cœur bat un peu plus vite en me remémorant ces mots. Mais sentir son cœur qui bat, c'est sentir qu'on est en vie, non? Et la vie, depuis que j'ai trouvé la bosse, depuis que je suis entrée dans cette danse des échographies, des mammographies, des biopsies, des scans, des aiguilles rentrées sous la peau, la vie, ma vie, je sens que ça pulse très fort en moi, comme un barrage qui veut céder, comme si d'être confrontée à ma propre mortalité m'emmenait à vivre tout plus intensément. J'ai rendez-vous à l'hôpital ce matin. En fait, je me sens comme le lièvre, dépecé, exposé, vulnérable, à vif. On peut voir la page couverture de l'ouvrage? Ouais, Voilà. c'est moi sur une loge de castor, de hammock. C'est proche de là où on a notre chalet, dans notre terrain. Donc, il y a beaucoup de castors. Oui, c'est magnifique. Donc, publié chez Les Herbes Rouges. Oh, oui, c'est vraiment beau, hein, Louis-Carl, franchement. Louis-Carl, d'ailleurs, c'est tellement formidable d'entendre des auteurs lire des extraits. Est-ce qu'on va en entendre plusieurs pendant le Salon du Livre? Oh, écoutez, vous avez l'embarras du choix pendant le salon. On a vraiment beaucoup de lectures. Ben, vous le savez, d'habitude, on a une vingtaine d'auteurs. Cette année, on a au-delà d'une cinquantaine d'auteurs autochtones qui participent d'une façon ou d'une autre. Mais la principale façon dont ils participent, c'est par des lectures, mais toutes sortes de lectures. C'est-à-dire qu'on a des soirées, à chaque soir du salon. On commence ce soir, mercredi, avec le salon sur votre divan, où on a Michel Jean, Naka Bertrand, Yolande Picard, Guy Siwi-Durand, et Daryl McLeod, qui nous lit en français. Alors ça, c'est quand même quelque chose. On avait invité Daryl, qui a publié Maman Sketch, je l'ai-tu à quelque part? C'est sûr que je l'ai, mais là, je le vois. Non, je pense qu'il est dans mon autre bibliothèque. Bref, en tout cas, son livre a été traduit en français cet hiver. C'est paru en français. Mais on lui a demandé une lecture. On croyait qu'il allait nous faire une lecture en anglais. Non, il s'est donné la peine de nous faire une lecture à partir de la traduction de son ouvrage. Alors, bravo à Daryl. C'est vraiment extraordinaire. Oui. Ensuite, demain, des lectures en anglais. Demain soir, jeudi. Donc, Reading Just for You avec Thomas King, qui nous fait une lecture de son dernier livre, Indians on Vacation. Shannon Webb Campbell, Tara McGowan-Ross, Jordan Taylor, David Robertson. Donc, ça, c'est des activités plus de lecture classique, je vous dirais. Mais après, on tombe dans d'autres types de lectures. Entre autres, Émilie et Shane, d'ailleurs, participent tous les deux à l'activité Ça parle aux images, qui est une activité, un beau programme de vidéo-littérature qu'a coordonné Jonathan Lamy. Mais c'est vraiment incroyable. Puis, écoutez, c'est sûr que c'est moi qui dirige la programmation, mais quand on a des commissaires ou des invités comme Jonathan, c'est intéressant parce que j'ai des belles surprises. Vous voyez, Oui. j'ai le produit fini ou presque. Là. Des fois, il y a des petits ajustements de montage et tout ça, mais quand je vois arriver le produit pratiquement fini, ça a été extraordinaire pour moi. Je veux dire,
des belles lectures vidéo d'Émilie, de Shane, mais également d'une pléthore d'auteurs qui participent à cette activité. Ça va avoir lieu, ça va être diffusé samedi à 17h. On parle entre autres de Marie-André Gill, Wassescoon Bacon, Félix Perkins, Katia Rock et Liane Simpson et d'autres. Excusez, là, il me manque quelques noms, je pense. Mais en tout cas, donc, c'est un beau programme de 45 minutes quand même de vidéo-littérature. C'est vraiment à ne pas manquer, là. Et il y a d'autres occasions, là. Si vous regardez le programme, moi, j'invite les auditeurs, bien sûr, à regarder le programme. On en a de nombreuses lectures. Des spectacles. On a l'embarras du choix, hein? Oui, puis en parlant de lecture, parce que vous parlez de lecture, c'est toujours agréable. Moi, il y a une activité pour laquelle j'ai un petit faible. Je vais être franc avec vous. On a toujours, malgré tout, quand on est programmateur, on a toujours des préférés. Et là, je suis full en conflit d'intérêts parce que c'est moi qui ai travaillé. J'ai eu l'occasion de travailler sur un projet il y a 2 ans qui s'appelle Tracer un chemin. Ça va être diffusé dimanche à 13h. Et Tracer un chemin, c'est des capsules audio qui avaient été produites par l'Institut de Sagapèche, réalisées par les éditions Anénorak, mais bon, ils m'avaient engagé pour coordonner un peu le volet lecture de ça. Et c'était pour faire des capsules audio qui servent en classe, au secondaire, pour les compréhensions orales. Et donc, ce sont 5 auteurs autochtones qui lisaient des textes tirés de Tracer un chemin, qui est un livre publié chez Anénorak pour l'enseignement des littératures autochtones en classe. Et ces capsules-là, ces lectures-là audio ont été montées avec de la musique qui a été composée pour ça. Et ça devient des chansons, je veux dire, c'est des œuvres à part. C'est au-delà de la lecture. Et ce n'était pas accessible nécessairement au grand public, parce que c'était pour le volet scolaire. Et là, grâce à une entente avec Tsakapes, on peut les présenter dans le cadre du salon. Ils ont été très généreux, ils ont accepté qu'on puisse l'utiliser dans le cadre du salon. Et on en a fait un montage vidéo là, pour pouvoir identifier les auteurs qui lisent et tout ça. Donc, ça va être présenté sous forme vidéo, mais c'est vraiment quelque chose que tu mets tes écouteurs, tu t'installes sur ton divan, là, ou sur ton lit, et puis tu peux apprécier, tu peux partir dans un voyage de 5 auteurs différents. On parle ici de Capèche, Anne-Anthony Capèche, mais elle est lue par Naomi Fontaine, Joséphine Bacon, Marie-André Gill, Virginia Pessimapeo Bordelot, et moi-même qui avais lu un extrait de Chronique de Kitchike. D'ailleurs, ça finit avec ça. C'est mon texte plus humoristique, je devrais dire, là, pendant ce temps dans la ville avoisinante. Donc, c'est devenu des œuvres audio et ça, je trouve ça intéressant aussi là, pour l'avenir, là, ce passage-là de l'écrit à l'audio. Oui, et en temps de pandémie, la pandémie est un malheur, mais pour nous, la chance d'avoir des auteurs dans notre salon pendant les 5 prochains jours, c'est assez extraordinaire, vraiment. Alors, on va bientôt terminer, mais avant de se laisser, Shane, j'aurais aimé savoir sur quoi vous travaillez maintenant. Oui, moi, c'est certain que publier mon texte, c'était déjà, je ne pensais pas que ça allait être le texte en premier. Étant donné que j'ai étudié en théâtre, je me suis dit peut-être que je vais faire une performance devant public officiel avant. Mais finalement, c'est le texte qui est venu en premier. Mais je travaille sur un one-man show, donc j'aimerais vraiment intégrer la danse, le théâtre, la poésie et la peinture, toutes dans le même projet. Donc, c'est ce que je travaille en ce moment. C'est sûr que le confinement et la pandémie ont un peu aidé à avoir le focus directement sur tout ça. Mais je crois que si tout va bien, l'année prochaine, ça devrait peut-être voir le jour. Et sinon, je travaille aussi sur d'autres textes entre-temps. J'ai déjà la flamme en moi, donc je ne suis plus capable d'arrêter. Yeah! Émilie, de votre côté, vous êtes toujours donc en résidence au Centre du théâtre d'aujourd'hui. Vous travaillez sur Marguerite. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pour bientôt. Est-ce qu'on le verra un jour sur la scène du centre? Oui. Il y a une diffusion qui est prévue au printemps. On a une résidence au Diamant à Québec aussi en février. Mais sinon, je travaille en fait sur une version audio podcast en 4 épisodes de Okinum avec la Scène nationale du son. Donc ça va venir au mois d'avril. Et ça, c'est intéressant aussi de penser à comment adapter une pièce de théâtre ou un spectacle interdisciplinaire à un objet fait pour des écouteurs ou à l'audio.
Et puis c'est ça, donc je viens de terminer une résidence là, pour Marguerite, et puis on fait aussi une balado qui va accompagner le spectacle. Donc, on a fait plusieurs entrevues là, avec différents, Jacques Vien, entre autres, la première juge autochtone au Canada. Donc, pour vraiment sonder un peu plus ces thèmes-là là, qui sont reliés à l'esclavage autochtone ici, à la justice, à l'amnésie collective qu'on a par rapport à certains pans de notre histoire collective, etc. Et puis, Louis-Carl, ces jours-ci, vous travaillez sur le Salon du Livre des Premières Nations. En fait, tout est prêt. J'ose espérer que tout est prêt. Écoutez, c'est sûr qu'on est un peu... on est séparés dans l'espace. Hein. En théorie, moi, à partir d'aujourd'hui, il me reste juste à stresser. C'est ça l'essentiel de ma job. Et à prier que tout est bien. Mais au-delà de ça, tout est prêt, tout est commencé. Alors, on va continuer à suivre ça. Évidemment, je co-anime aussi les Pestac Bintard. Donc, ça, il faut que j'aille voir. J'ai une réunion tantôt avec mon ami André Lévesque-Sioui qui coordonne notre show de fin de soirée tous les soirs du salon. Donc, ça aussi, je sais qu'il y a des couche-tard des fois, comme moi, qui aiment jaser de ce qu'ils ont vu dans la journée. Alors, je vous invite tous et toutes à venir faire un tour. On a des lives tous les soirs à 21h, là, le Pestac Bintard, où on digère un peu notre journée d'activité. On a des concours, on a des invités surprises aussi. Alors, je vous invite à être là. Moi, c'est ça, mon rôle pendant le salon, rendu là une fois que tout est seté, là, à part parler aux journalistes, c'est vraiment de préparer le show de fin de soirée. Voilà, je veux vous souhaiter un très bon salon, Louis-Carl Picard-Sioui, donc directeur du Salon du Livre des Premières Nations. Bon salon à vous aussi et bonne suite de projets, Émilie Monet et Shane Michael. Merci d'avoir été là pour cette émission bien spéciale, bien intéressante sur les auteurs autochtones. Merci beaucoup, à une prochaine.